Quelle est la tournure de mon esprit, la couleur de mes pensées, à l'heure où j'ouvre ce livre des martyrs, pour respirer le parfum de l'histoire. Écoutez donc les paroles portées par ce souffle. Ces récits sont ceux de chacun d'entre nous, encore et encore. Nous sommes de l'histoire vécue de nouveau. C'est tout. Sans fin. C'est tout. C'est ainsi que s'ouvre le premier volume d'une saga à plusieurs millions de lecteurs, celle du Livre des Martyrs de Steven Erikson. À l'occasion de la sortie de son format poche aux éditions du Livre de Poche, et pour découvrir cette œuvre dense et ô combien complexe, je serai accompagné d'Emmanuel Chastelière, l'un des traducteurs de la saga, et pour qui la fantaisie n'est pas un vain mot, car il est également auteur de romans comme Célestopol ou encore L'Empire du Léopard. Et l'éditeur de la saga, Martin Wanner, se joindra à nous pour évoquer le phénomène qu'est Steven Erikson pour la fantaisie moderne. Je suis Louis Brache, et vous écoutez Lorecast. Emmanuel Chastelière, bonjour. Vous êtes le traducteur aux éditions Léa et maintenant au Livre de Poche de la saga du Livre des Martyrs de Steven Erikson. Et on peut le dire, vous êtes un fan de la saga. L'œuvre est assez dense et complexe, alors je vous propose d'y aller par petits bouts pour bien la comprendre. Les scènes d'ouverture s'ouvrent sur des massacres avec pour acteurs plusieurs factions. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Merci pour l'invitation. Oui, typiquement, l'introduction, on va dire les premières pages des Jardins de la Lune, illustrent bien une des caractéristiques du cycle tout entier, hein, c'est-à-dire effectivement d'avoir énormément d'intervenants et de protagonistes. C'est vrai que dans le prologue, notamment, on assiste à une répression de sorcières, les sorcières aux bougies, dans le quartier de la Souris. Et voilà, une action de l'Empire malaisien contre l'emploi illégal de la magie. Et si on va un peu plus loin et qu'on pense au siège de Pâle, une cité, c'est un champ de bataille. Alors c'est plus classique, on va dire, un affrontement du coup entre la cité libre de Pâle et l'Empire malaisien, justement. C'est l'Empire malaisien qui évidemment est au cœur du cycle, mais qui finalement n'est qu'une faction parmi d'autres de ce grand jeu. Et quelles sont les autres factions justement ? Quels sont les opposants notamment de cet empire ? L'Empire malaisien se retrouve, de par sa volonté notamment d'expansion, se retrouve à affronter souvent de nouveaux ennemis, hein. Donc ça peut être et même à explorer de nouveaux continents, notamment cette cité, 7 comme le chiffre 7, ou le continent plus loin aussi dans le cycle, on ira faire un tour sur le continent de l'éther. Donc ce sont en général c'est jamais vraiment des chocs de civilisation, mais ça permet aussi à l'auteur de nous faire découvrir toutes des forces en présence qui finalement dans l'absolu rivalisent, sont capables de rivaliser avec l'Empire, mais l'Empire lui est une entité qui finalement vit de cette soif de conquête qui n'est pas forcément autant marquée chez les autres factions du cycle. Mais de façon générale, je dirais que le livre des martyrs, c'est aussi quelque chose qui se découvre vraiment petit à petit. Et c'est difficile parfois de pas de pas tomber dans le spoiler. Donc pour ce qui est du premier livre, c'est vrai que c'est essentiellement entre Pâle, l'Empire et puis leurs alliés respectifs, hein. Ce sont des luttes en fait de tome en tome, souvent acharnées pour le pouvoir. Et à la lecture, justement, on n'a pas l'impression que l'Empire est maléfique. On a l'empereur, enfin, du moins Lacine, qui est une sorte d'impératrice, de régente, qui, elle, a l'air maléfique, a une grosse soif de conquête, mais les personnages, on va dire impériaux, eux ne sont pas mauvais. Est-ce que l'Empire, quand il conquiert un pays, va s'imposer, changer les lois, enfin, comment ça se passe ? Non, effectivement, je dirais que l'Empire malaisien est pas dans une logique d'écrasement. Je dirais que c'est une conquête
qu'on pourrait présenter comme, alors avec des guillemets hein, bien sûr, comme civilisatrice, c'est-à-dire qu'en général, elle s'accompagne d'un respect des pouvoirs en place ou des infrastructures là aussi déjà présentes, même du code des lois qui régissent les territoires nouvellement conquis. Donc on pourrait dire que l'approche malazéenne de son expansion, c'est plus une conquête à la romaine, à l'Empire romain. Voilà, sachant aussi que la Cine, donc effectivement l'impératrice, ne fait que suivre au bout du compte la politique expansionniste de Calanbed, l'ancien empereur, euh, qui lui a impulsé, on va dire, ça. Même si au moment des Jardins de la Lune, on ne connaît pas forcément tous les tenants et aboutissants de cette politique. Et voilà, justement, ça fait partie des choses qu'on découvre petit à petit et je trouve qu'on prend plaisir même à, à découvrir. Donc vous parlez de conquête, donc conquête dit souvent guerrier, donc c'est souvent les personnages principaux. Est-ce que vous pourriez nous les introduire, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai qu'il y a énormément de... c'est une autre des caractéristiques du cycle, hein, c'est vraiment des protagonistes, on en découvre à chaque tome, hein, y compris encore au tome 9 où j'en suis actuellement, niveau traduction. Oui, alors au niveau des Jardins de la Lune, c'est vrai que on suit, surtout dans ce premier tome, les brûleurs de pont, qui sont donc une unité dans l'armée malazéenne, avec des personnages comme Mésanget, Violin, Esquive, Calam, Ben le Vif, qui est donc un magicien. Les autres sont vraiment des soldats. Paran aussi, qui est un jeune officier qui d'une famille très importante dans l'Empire, mais qui là, finalement, découvre encore ce que c'est que la guerre. On a aussi Crocus, un jeune voleur, Absalar, une orpheline étrange. Et puis, au-dessus de ces personnages, finalement, auxquels le lecteur peut se rattacher parce qu'ils sont à hauteur de vue, j'ai envie de dire. Voilà, on est quand ils sont dans la boue, on est dans la boue avec eux, etc. Quand ils sont plongés dans les batailles, on est vraiment à hauteur d'hommes et de femmes. Et puis, au-dessus de ces personnages-là, on a des êtres qui se rapprochent plus de Dieu, on va dire, hein. Notamment Anomander Rake, qui est quand même une des figures les plus marquantes des Jardins de la Lune, qui est un espèce de géant aux cheveux blancs avec une épée capable de boire les âmes, hein. Ça rappellera des choses au lecteur de Michael Moorcock. Mais aussi voilà Krupp, qui est un espèce de, on sait pas trop ce qu'il est, voilà, parfois des personnages qu'on met des centaines de pages à découvrir, qui ont l'air d'avoir un pied finalement dans tous les côtés de l'intrigue, que ce soit, on va dire, dans les maisons royales, au milieu des soldats, ou même des affaires aussi plus simplement plus terre à terre, hein. L'économie est quelque chose qui peut aussi jouer un rôle important dans le cycle. Donc voilà, mais c'est sûr que les principaux dans les Jardins de la Lune, c'est vraiment Mésanget, Violin, etc. Donc Mésanget qui est typiquement l'officier, on va dire, comme on l'imagine, hein, c'est-à-dire qui est proche de ses hommes, mais qui en même temps leur impose un certain respect. Voilà, d'autres personnages sont plus dans la déconne, d'autres sont fort peu recommandables, mais il faut bien faire avec. Donc c'est vrai que l'une des forces du cycle pour moi, c'est de présenter, même dans on va dire dans une même sphère comme celle de l'armée, de présenter finalement des caractères et des personnages très très différents, ce qui fait que en général, chaque lectrice ou lecteur a forcément ses chouchous. Et certains sont justement plus attachants que d'autres? Oui, après je dirais que forcément ça va dépendre de chacun, hein. Moi je trouve que l'attachement vient notamment au fil des pages, sachant qu'on a affaire à des personnages finalement mûrs, qui ont déjà vécu en général des expériences dures, parfois même traumatisantes, des expériences qui voilà,
que le lecteur ne découvre pas. Enfin, ça fait déjà partie de ces personnages-là, donc il faut apprendre progressivement à les connaître. Et pour être honnête, l'attachement, je sais que pour certains n'est pas forcément immédiat, mais en général, ça vient toujours avec le temps parce que justement, ils sont suffisamment finement ciselés, on va dire, pour que leur parcours de vie, finalement, on puisse trouver de quoi s'y raccrocher et comprendre pourquoi ils agissent de telle ou telle façon, ce qui n'est parfois pas toujours évident. Mais moi, oui, personnellement, avant même d'avoir eu la chance d'être un des 2 traducteurs, j'en profite pour saluer Nicolas Mérien, mon camarade. Moi, déjà, en tant que simple lecteur, j'avais un certain attachement, notamment pour tous les brûleurs de pont, donc que j'ai déjà cités, comme Mésanget, ou Ben le Vif, qui est mon personnage préféré, je pense, c'est-à-dire qui est du coup, comme je le disais, un magicien, un sorcier, qui est aussi, je dirais, aussi spectaculaire dans ses actions que prétentieux. Et oui, moi, j'aime beaucoup ce genre de personnage. Et vous parlez souvent de guerre, de bataille. Est-ce que, pour vous, le cycle tourne essentiellement autour de ces conflits, ces scènes un peu d'action? Moi, à la lecture, j'avais quand même l'impression aussi qu'il y avait pas mal de politique, de réflexion, de sabotage. C'est une autre perception un peu des livres de fantasy qui sont purement action. Ah oui, non, tout à fait. Je pense qu'effectivement, il y a une certaine dimension intrigue politique, hein. Il y a des jeux entre factions. J'ai oublié de mentionner la Griffe, par exemple, qui est une espèce de guilde d'assassins, forcément qui agit dans l'ombre. Non, la dimension politique a de l'importance, et je l'ai mentionné rapidement précédemment, mais aussi même dans un tome ultérieur, il y a vraiment une question, une partie du tome, de l'intrigue du tome, tourne vraiment autour de l'économie de marché, si je puis dire. Donc non, c'est pas des batailles de pure action, et même de toute façon, souvent au cœur de l'action, justement, il n'est pas rare que Steven Erikson nous gratifie de réflexions, justement, sur quel est le sens de la guerre, du sacrifice, comment se définit une civilisation, etc., etc. Donc non, clairement, pour moi, le livre des martyrs, c'est clairement pas on va dire, de la pure action décérébrée, si je puis dire. Ce qui peut être sympa aussi à lire, hein, quand on a envie de se vider la tête. Mais non, la dimension politique est également très présente aussi, effectivement. Des corbeaux tournoyaient sous un voile de fumée pâle, cœurs stridents voltigeant au-dessus des plaintes des blessés et des mourants. Une odeur de chair brûlée, nauséabonde, flottait dans la brume immobile. Lockvoil se tenait debout, seul, sur la 3e colline dominant la cité vaincue de Pâle. Les vestiges racornis d'armes et de cuirasses carbonisées s'amoncelaient tout autour de l'éminence. Jambières, plastrons, casques. 1 heure plus tôt, des hommes et des femmes portaient ces armures. Mais il ne restait plus la moindre trace de leur présence. Le silence qui régnait à l'intérieur de ces coquilles vides résonnait sous le crâne de la magicienne, tel un chant funèbre. Elle gardait ses bras croisés contre sa poitrine, la cape bordeaux ornée de l'insigne d'argent de chef du cadre des mages de la 2e armée pendait piteusement, tachée et roussie, sur ses épaules courbées. De profonds sillons sur ses joues blêmes marquaient son visage ovale et rebondi, qui affichait d'ordinaire une expression sereine et fort bien disposée. Malgré la puanteur et les bruits environnants, elle se surprit à tendre l'oreille, face à un silence plus profond, qui provenait en partie des armures vides. Mais ce silence avait aussi une autre source. Cette absence constituait une accusation en tant que telle. Le déchaînement de sorcellerie du matin avait effiloché le tissu qui séparait les mondes. Ce qui se trouvait au-delà, dans les garennes du chaos, semblait désormais tout proche, presque à portée de main.
Alors Emmanuel Chastelière, j'aimerais aborder avec vous la magie, qui est parfois très ardue dans l'univers de Steven Erikson, alors notamment les concepts de Garen et les passages. Alors à quoi ça correspond? C'est une très bonne question qui n'est pas toujours claire, même loin dans le cycle. C'est vrai que c'est un peu la grande question que se posent beaucoup de lecteurs. Du coup, les Garen, sont des... c'est un concept qui reste très mystérieux. Hein, donc, mon interprétation à moi, c'est celle qu'on peut déduire de la lecture du cycle, bien sûr, c'est que ce sont des entités finalement assez mystérieuses, à la fois en fait des lieux, un peu comme une sorte de dimension parallèle, même au pluriel, hein, selon chaque Garen, et également des sources de pouvoir où justement les praticiens de la magie peuvent puiser. Du coup, les sorciers et autres se retrouvent par exemple à ouvrir une garenne, c'est le terme, hein, pour soit pénétrer à l'intérieur et s'y déplacer, puisque vraiment il y a ce côté un peu lieu à explorer, ou justement pour en tirer leur pouvoir et de quoi manipuler la magie dans le monde, j'allais dire le monde réel, mais en tout cas dans le monde où ils évoluent au quotidien. Donc voilà, ce sont à la fois des sources de pouvoir magique et des lieux en tant que tels, un peu dans une sorte de repli dimensionnel. Je ne garantis pas la viabilité scientifique du terme, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on peut les définir. Et oui, mais là, typiquement, ça rejoint pour moi un des trucs, entre guillemets, d'Erikson, c'est-à-dire je pense qu'il aime pas forcément donner beaucoup de clés d'office, et que c'est aussi au lecteur de se construire justement sa vision de tel ou tel élément au fil de la lecture. Et typiquement, les Garen, voilà, c'est quelque chose, comme je le disais, où certains lecteurs se posent encore des questions dessus. Et après, il faut avouer que le côté mystérieux de la chose fait que ça laisse aussi à l'auteur des portes de sortie, on va dire, pour orienter son intrigue et préparer certains rebondissements. Et est-ce que ça m'inspire un peu Magic the Gathering, ce que vous êtes en train de me dire, avec des plans un peu multidimensionnels. Est-ce que ces plans-là sont peuplés, enfin ces garennes-là sont peuplées de créatures? Si le sorcier puise dans ce monde-là, est-ce qu'il peut faire sortir aussi des créatures rencontrées? On peut trouver effectivement on va dire des bestioles, des choses à l'intérieur qui vivent, on peut dire, oui. Maintenant, c'est pas forcément, ça fait partie. Ouais, il faut précision, c'est des lieux souvent très dangereux, hein, puisque forcément, en général, plus on peut en tirer un pouvoir important, et plus les garennes peuvent être difficiles à manipuler, notamment. Et effectivement, on peut y croiser une faune pas forcément recommandable. Il y a également un concept qui est assez phare dans l'œuvre de Steven Erikson, c'est le concept des maisons. Est-ce que vous pouvez revenir dessus? Oui, bien sûr. Ça fait partie un peu, les maisons, je pense, de la seconde couche d'intrigue, j'ai envie de dire. Puisqu'en général, dans les romans sont construits avec, dans le livre des martyrs, avec la première couche qui, en général, comme je disais, à hauteur d'hommes et de femmes. Donc notamment tout ce qui est les troufions de l'armée, etc. Et ce qui concerne un peu les dieux et demi-dieux. Et justement, les maisons sont des regroupements d'ascendants, donc ascendants avec une majuscule, donc qui sont eux-mêmes des dieux ou des demi-dieux, et qui sont liés par des intérêts communs, qui œuvrent aussi pour un bénéfice commun, mais parfois sans le savoir eux-mêmes entre eux. Ils savent pas forcément qu'ils peuvent être alliés ou alliés de circonstances. Les identités des différentes positions qu'on peut occuper dans ces maisons, c'est-à-dire roi, reine, chevalier, etc., sont révélées progressivement au fil du cycle. Donc c'est encore cette dimension de découverte au fur et à mesure. Et au départ, justement, dans les Jardins de la Lune, par exemple, on n'en connaît que très peu. Et
faut préciser d'ailleurs que ces positions dans les maisons, donc le statut en somme, roi, reine, etc., peuvent changer en cours de route. Par exemple, si un des personnages, si un demi-dieu ou un dieu qui occupe tel rang meurt, puisque même les dieux peuvent mourir, la maison va le remplacer dans son jeu. Voilà, donc c'est une espèce de concept mystique qui associe des entités en général très puissantes. Et il y a combien de maisons? Il y a combien de maisons? Très bonne question. Là, de Ou du tête, moins je les sais. principales? Je pense que vu la pléthore de personnages, il doit aussi y avoir pléthore de concepts, de maisons, mais quelles sont les principales? Oui, bah, du coup, parmi les maisons, on peut citer la haute maison de la vie, la haute maison de la mort, du coup, hein, la haute maison de la lumière, celle des ténèbres, de l'ombre, pas confondre avec les ténèbres, la haute maison des chaînes, etc. Et puis on a aussi des personnages qui sont non alignés, c'est-à-dire qui n'appartiennent à aucune maison, mais qui appartiennent quand même à ce qu'on appelle le jeu des dragons. Donc voilà, ça fait en général, chaque maison a une, non pas 10, mais 5 ou 6 postes, on va dire, à occuper. Donc comme je disais, roi, reine, champion. Après, ça peut être héros, soldat, tisserand, ça dépend vraiment des maisons. Donc voilà pour les principales qu'on peut croiser en cours de route. Et des nations peuvent se rallier un peu à ces maisons? Par exemple, l'Empire malazéen sert, on va dire l'objectif d'une certaine maison? Sans rentrer dans le spoil, évidemment. Oui, bah en fait, alors comment dire, pas ouvertement, je dirais. En général, c'est quelque chose qui, le côté mystique en fait des maisons fait que déjà c'est quelque chose dont seuls en gros des initiés ont vraiment conscience en fait. Donc même parfois, comme je le disais, les membres de ces maisons eux-mêmes n'ont pas forcément conscience du rôle qu'ils jouent. Donc on va dire que pour ce qui est des factions humaines notamment, c'est encore plus flou. En général, c'est vraiment quelque chose lié à des intrigues qui les dépassent. Le concept de maison me rappelle brièvement, une certaine logique dans le tarot de Marseille, ou même dans l'astrologie. Est-ce que vous avez l'impression que Steven Erikson s'est inspiré de ça? Alors, à ma connaissance, je ne crois pas. En tout cas, je ne crois pas l'avoir déjà entendu citer le tarot. Euh, Je dirais que ça se rapproche de toute façon d'un système, on va dire, de cartes effectivement divinatoires. Mais le tarot spécifiquement, je suis pas forcément, à ma connaissance, non. Mais là, je ne m'engagerai pas à 100%, mais je pense que c'est quelque chose qui fait partie aussi de Du mystère? ouais, voilà. Et je dirais que c'est plus général, mais pas inspiré d'un jeu précis, à ma connaissance. Et ces sources d'inspiration, on va dire globales, sont, le jeu de rôle, il me semble, on sent, qu'il y a un mélange aussi de fantaisie, un peu orientale, on dirait un peu elfique, c'est notamment c'est certaines cités comme, Pal ou, Malaz qui sont, assez marquées dans culturellement, on va dire civilisationnellement. Est-ce que vous pouvez, un peu nous les brosser brièvement? Bah, il faut savoir qu'effectivement, il y a le jeu de rôle, dans le sens où, à la base, c'est un univers de jeu de rôle, que Steven Erikson a créé avec son meilleur ami, qui est aussi un co-auteur avec lui sur, enfin, propre auteur, mais ils partagent le même univers avec d'autres romans. Donc effectivement, le jeu de rôle, c'est quelque chose qui l'a influencé. Lui-même étant anthropologue, je dirais que on sent très vite que l'histoire, le poids de l'histoire, c'est quelque chose qui l'inspire et sur lequel qui entraîne chez lui énormément de réflexions, comme je disais, sur des sujets vraiment très variés. Mais c'est vrai que notamment la notion de civilisation, c'est quelque chose qui, à mon avis, le travaille beaucoup. Sinon, après, je dirais bien sûr l'Iliade, les mythologies au sens large. Euh, voilà, pour ce qui est des sources d'inspiration principales, ça fait déjà beaucoup. Et après, les cités, oui, c'est vrai qu'elles sont assez.
Chaque tome en présente en fait certaines, donc ça peut être effectivement Malaz qui est quand même au centre de beaucoup de choses. Ça peut être donc Pâle qui est une cité libre. Les cités libres, donc c'est une alliance de une dizaine de cités, ouais, qui sont un peu des cités-États en fait. C'est quelque chose qui revient souvent chez Erickson, des cités-États. On a aussi dans un tome ultérieur la cité du Daroujistan, donc qui est clairement typée, on va dire, plus orientale, effectivement. Et ce sont des villes qui, effectivement, en général, sont elles-mêmes soit pas forcément, mais soit des cités-États, soit la capitale d'empire ou de royaume. Voilà, elles se définissent, sont souvent très spectaculaires, hein. Ce sont des cités anciennes, avec une architecture très travaillée, souvent de grands monuments, de grands temples. Donc, on retrouve quelque part un ingrédient classique de la fantasy là-dessus, c'est-à-dire la cité, la figure de la cité qui peut être aussi là aussi avoir une dimension mystique. Hein. Ultérieurement, on va se retrouver avec des cités abandonnées à redécouvrir, etc. Donc ça aussi, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve souvent en fantasy. La cité qui était au centre d'une brillante civilisation et qui a été abandonnée et que les héros redécouvrent plus tard. Donc voilà, mais c'est vrai que d'ailleurs le concept même de cité, Steven Erickson s'interroge dessus, hein, là aussi. Par exemple, dans le tome que je suis en train de traduire, le tome 9, il les compare à des tiques qui justement pompent les ressources de la région qui les entoure. Donc c'est pas une vision forcément très heureuse de la cité. Mais les villes elles-mêmes, oui, sont souvent spectaculaires et en général, c'est un de ses atouts, c'est aussi de les rendre vraiment vivantes et je trouve que c'est assez réussi. Vous avez l'impression qu'il y a un travail de recherche qui est énorme derrière ? De façon générale, je pense que oui. Encore une fois, de par la formation universitaire de l'auteur, je pense que c'est quelqu'un qui, il le dit lui-même, hein, qui aime beaucoup se cultiver, qui aime beaucoup apprendre, et ça se ressent quand même dans le cycle. Hein. Il y a c'est pas forcément il y a jamais je trouve pas qu'il y ait forcément de parallèle très évident avec telle ou telle chose de notre propre histoire, mais il sait retranscrire finalement des choses qui parlent à tout le monde, comme je disais. Voilà, c'est des grandes notions qu'on peut trouver déjà visitées maintes et maintes fois, hein, comme la guerre. Il y a aussi vraiment des questions parfois de déplacement de population, donc la question des réfugiés, des ressources à exploiter, que ce soit la nature, etc. Même des pans d'intrigue qui parfois tournent autour de choses pas très gaies, hein, comme les famines. Et voilà, je pense clairement, si, il y a un gros travail de recherche de sa part pour créer un monde vraiment crédible. Oubliant le fort de Mok dans son dos, Ganoès concentra son attention sur la ville, à moitié en ruine à ses pieds, et sur les émeutes qui secouaient les quartiers les plus déshérités. Le fort était bâti sur une falaise dont on atteignait le sommet, le pinacle, par un escalier en zigzag creusé dans le calcaire. Le dénivelé atteignait facilement les 160 coudées, sans oublier les 12 du rempart délabré du fort. Le quartier de la Souris se déployait à la lisière de la ville, côté terre, assemblage irrégulier de taudis et de terrasses envahies de végétation, coupé en deux par la rivière boueuse qui serpentait lentement en direction du port. Ganoès avait du mal à distinguer quelque chose derrière les panaches grandissants de fumée noire. La plus grande partie de la cité de Malaz lui masquait les émeutes. Il était près de midi, mais les éclairs et les formidables déflagrations de magie rendaient l'atmosphère sombre et lourde. Dans un cliquetis d'armure, un militaire s'approcha de Ganoès. Il posa ses avant-bras métalliques sur le parapet crénelé et le fourreau de son épée longue racla les pierres du mur. Content d'avoir le sang pur, hein,
dit-il, ses yeux gris rivés sur la ville fumante. Le jeune garçon l'examina. Il connaissait déjà tous les uniformes et insignes de l'armée impériale, et reconnut un commandant de la 3e, l'une des unités d'élite de l'empereur. La cape gris foncé du militaire arborait une fibule d'argent, représentant un pont de pierre illuminé de flammes de rubis. Un brûleur de pont. Des officiers et des fonctionnaires impériaux de haut rang passaient souvent par le fort. L'île de Malas demeurait en effet une escale essentielle, surtout depuis que les guerres de Corel avaient éclaté au sud. Ganoès avait croisé nombre de sommités ici, et dans la capitale, Unta. C'est vrai alors s'enquit hardiment Ganoès. Quoi donc? Le premier glaive de l'Empire, Dacemultor. Nous avons entendu la nouvelle avant de quitter la capitale. Il est mort? C'est vrai? Dacem est mort? Le regard toujours rivé sur la souris, l'homme parut tressaillir. Ainsi va la guerre, maugréa-t-il tout bas, comme s'il ne s'adressait qu'à lui-même. Vous êtes de la 3e. Je croyais que la 3e était avec lui en cette cité, à Egatan. Par le souffle de Ghoul, on cherche toujours son corps dans les décombres brûlants de cette maudite ville, et toi, un pauvre fils de marchand, à 3000 lieues de cette cité, tu me balances des informations que très peu de gens sont censés détenir. J'ignore tes sources, poursuivit l'homme sans se retourner. Mais tu ferais mieux de garder ce que tu sais pour toi. Crois-moi. Ganoès haussa les épaules. On dit qu'il a trahi un dieu. Martin Warner, bonjour. Vous êtes l'éditeur au livre de poche du livre des martyrs. Alors j'ai une question toute simple pour vous. Pourquoi est-ce que c'est si important d'éditer le livre des martyrs en France? Bonjour Louis, le livre des martyrs, c'est quand même un énorme cycle de fantaisie populaire là, qui a commencé il y a quand même une bonne quinzaine d'années maintenant, et qui a mis un peu de temps à s'installer en France, avec une première édition chez Calman qui avait pas tout à fait pris, et maintenant la nouvelle édition grand format qu'on a vu arriver chez Léa, et qui est vraiment arrivé au bon moment, je pense, qui a vraiment su séduire un public assez large, et vraiment en fait même installer la maison d'édition Léa dans le paysage éditorial français, en tout cas pour ce qui est des littératures de genre. Voilà, c'est quand même c'était une série importante, c'est une série là qui fonctionne extrêmement bien en ce moment. Et pourquoi le publier en poche? Parce que c'est quand même une grande série de fantasy qui est à la fois extrêmement populaire et exigeante, qui est extrêmement riche. On part sur quand même 10 volumes. Et pour le livre de poche, nous voilà, c'est une publication extrêmement importante parce que déjà ça s'insère extrêmement bien dans notre catalogue, qu'on veut à la fois éclectique, assez divers, populaire et exigeant. Et en fait, le livre des martyrs de Steven Erikson, ça coche absolument toutes ces cases-là, en fait. Donc on est très très content de collaborer avec les éditions Léa sur cette série, parce que ça nous semble important en fait de pouvoir la proposer également au format de poche, à un prix un peu plus faible que celui du grand format, en fait, pour la partager avec le plus grand nombre. Ouais, puis ça rejoint aussi la mission un peu du poche qui est de démocratiser à fond le genre et voire même un auteur. Complètement. Et ça c'est non, c'est important effectivement d'avoir cette vision de démocratisation du texte, même si on sait que bon, la fantasy, l'heroic fantasy, la fantasy populaire, c'est de fait un genre qui est un genre de littérature populaire. Et donc on sait très très bien que ça s'adresse aussi à un lectorat assez vaste. Et en fait, là, on est très très content d'arriver au livre de poche avec cette édition, effectivement à prix plus réduit, et de pouvoir aussi proposer une exploitation qui soit relativement différente de celle que propose Léa, qui sont un peu des très beaux ouvrages, très grands, très travaillés en termes de couverture également. Nous, en fait, c'est de pouvoir proposer aussi quelque chose qui soit légèrement à côté, légèrement différent, pour séduire en fait un lectorat qui est également un peu différent, en fait, qui est pas forcément celui du pur fandom de la fantasy en France, mais un lectorat qui est un peu plus vaste. Et justement, cette couverture, alors pourquoi ce choix en noir et blanc, le corbeau a des looks un peu de western, pourquoi ce choix? Alors en fait, pour la couverture, en fait, c'était une grande question, parce qu'en fait, on s'est vraiment assez creusé la tête avec la directrice artistique du livre de poche, avec la directrice éditoriale, et avec en fait toute l'équipe du marketing, du commercial, de l'édito. La question c'était, on part sur une série de 10 tomes. On va fonctionner sur en gros 2 tomes par an, un au premier semestre, un au second semestre, en fait grossièrement. Le sujet, c'était quand même proposer une couverture qui allait tenir sur la durée, vu qu'on s'engage quand même sur
une œuvre assez importante, qu'on espère voir vivre en poche pendant de longues années. Et donc le sujet, c'était en fait reprendre les couvertures du grand format, c'était très compliqué parce que le grand format de fait est un grand format, et c'est des illustrations extrêmement fouillées, assez complexes, qui sont très spectaculaires, qui sont vraiment très heroic fantasy. Et en fait, sur les passer au format poche, ça aurait été compliqué parce qu'on aurait perdu énormément de la richesse de ces illustrations, énormément des détails, et on aurait perdu aussi le côté un peu grandiose. Et donc ça c'était, voilà, on s'est rendu compte qu'en fait faire une reprise brute de la couverture de grand format, c'était pas possible. Reprendre une partie, on peut faire un petit zoom dessus, récupérer une seule partie d'illustration, c'était pas vraiment envisageable non plus, parce que ça perdait effectivement la richesse des illustrations qui étaient proposées chez les éditions Méa. Et l'autre sujet, c'est qu'en fait on voulait quand même une édition qui était un petit peu différenciée de celle du grand format, qui soit en fait qui puisse aussi aller atteindre un public qui soit pas nécessairement celui exactement de l'esthétique qui était proposée par les éditions Léa, qui soit en fait également complémentaires. Et là-dedans, en fait, le sujet, rapidement, en fait, on a fait beaucoup d'essais de coups, on a vraiment essayé plusieurs maquettes différentes, plusieurs projets, plusieurs types de fabrication également, et finalement, on s'est dit que en fait, la meilleure façon d'avoir une charte auteur assez forte et qui puisse durer un peu dans le temps, c'est de jouer de l'illustration en noir et blanc, qui tranche vraiment avec ce que proposaient aussi ce que proposent en fait les grandes séries de fantasy en poche actuellement, y compris les livres de poche. Et aussi dans les grands formats, hein. Et aussi dans les grands formats, complètement. Toutes les éditions, le noir et blanc, c'est quand même assez rare. Hein. Ouais, complètement. Et donc en fait, le sujet, en fait, c'est exactement pour ça qu'on est parti sur du noir et blanc, plus en fait, du coup, le nom de l'auteur, le titrail et puis le dos, et quatrième de couverture en couleur Pantone. Donc là, pour le premier tome, c'est un orange assez vif. Et donc en fait, ça c'est, donc l'idée, c'est que globalement, en fait, pour chaque tome, donc on aura une illustration originale qui est réalisée par un illustrateur qui est également tatoueur, qui s'appelle Nico Milko, et un dos Pantone qui sera chaque fois d'une couleur différente, parce que l'idée c'est vraiment avoir aussi un côté un peu flash, de proposer un bouquin qui soit très visible, très reconnaissable immédiatement. En fait, c'est vraiment aussi d'installer l'auteur en librairie en poche pour ça. Et pourquoi le noir et blanc? Bah en fait, déjà on voulait quelque chose d'assez moderne qui tranchait un petit peu avec ce qu'on pouvait voir d'habitude sur les grandes séries de fantasy en poche. Et je disais y compris les livres de poche, parce que par exemple on publie également Brandon Sanderson, qui est également publié en poche avec des illustrations de Alain Brion. Donc vraiment ça correspond entre guillemets à fond aux attentes et aux habitudes du public en termes d'illustration de fantasy. Voilà. Et l'idée c'était, on voulait que Steven Erikson soit vraiment différent dans notre approche du catalogue que Brandon Sanderson également. Faut pas qu'il y ait de confusion possible, faut pas qu'il y ait un rapport graphique qui soit trop le même. Et donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là après beaucoup d'essais en fait, d'aller sur ce type sur le graphisme qu'on propose actuellement, du coup une illustration noire en crayonné et des éléments typographiques en Pantone par-dessus, quoi. Alors juste Pantone, pour ceux qui nous écoutent, c'est... Alors les Pantones, pardon. En fait, les Pantones, c'est des encres en ton direct. C'est un tout petit peu différent de l'impression classique, parce que généralement, en fait, les couleurs qu'on voit sur les coups de bouquins, c'est l'impression en quadrichromie. Donc, c'est MJN plus noir, qui viennent composer une couleur, en fait, en se mélangeant. Et le Pantone, en fait, c'est des encres en ton direct, donc c'est des encres qui sont faites directement de la couleur choisie, qui sont chargées de pigments. Et donc ça fait des couleurs qui sont très riches, qui sont très assez flashy, en fait, très généreuses, et qui surtout sont extrêmement lisses. En fait, il y a pas de variation de couleur possible. C'est donc ce qui est assez pratique, en fait, notamment pour faire des quatrièmes ou des dos, mais également des couvertures. C'est qu'en fait, par exemple, s'il y a plusieurs tirages, en fait, ça changera pas de couleur. Ce sera toujours la même. Ok, donc en gros, il n'y a pas de mélange de couleurs. C'est ça, ouais, la couleur unique c'est très un ton direct, en fait, vraiment, quoi. C'est exactement, ouais. Ok, bah ça réussit super bien sur les coups, effectivement, ouais. Ouais, c'est assez. Bah nous, on est très contents du résultat, hein, je t'avoue, parce qu'on trouve ça très visuel, très fort. Ça se lit, enfin c'est la tranche et le dos, pardon, il est lisible de loin. Donc c'est non, on est très contents, et en fait on a hâte de voir arriver les prochains, quoi. Cool. Parce que ça va faire une belle collection à la fin, quoi. Ah bah je pense que ouais, sur les étagères ça va être plutôt stylé, ouais. Écoute, là on est bon sur ce bloc-là.
Donc tu vois, là, on a déjà 9 minutes, hein, donc après, tu vois, Ok. donc ça, c'est plutôt pas mal, ça va bien s'insérer sur Ça le marche. podcast. Et puis après, bah là, c'est plus C'est assez clair. question... Ouais, complètement, ouais. Ouais, complètement. Ouais. Voilà, je suis curieux de voir un peu le travail du tatoueur aussi sur Instagram, je pense. Ça doit être assez intéressant à voir, en plus de son Ah travail bah complètement, ouais. d'illustrateur. Allez voir son site, allez voir donc son site web s'appelle, enfin son site web, je pense que sa page tatoueur, ça s'appelle l'Ancrophage. Ok. Ancrophage. Il a des propositions super intéressantes, tant en termes de tatouage que de print que de collage. Enfin, il fait un peu plusieurs choses. Et non, c'était assez intéressant de bosser avec lui. Euh, c'est la directrice artistique qui s'est occupée en fait vraiment de toute la partie créative là-dessus. Et ce qui était passionnant, c'est que vraiment en fait il s'est emparé du projet directement quoi. Et il nous a fait des propositions visuelles vraiment très fortes, assez noires, enfin plutôt dark, qu'on trouve extrêmement, qui colle bien en fait aussi, moi je trouve avec l'ambiance du premier tome en tout cas, de la série en général. Ouais, de la série en général, complètement. Ouais. Emmanuel, pour revenir sur votre travail de traducteur, pourquoi traduire The Book of the Fallen par le livre des martyrs? C'est une très bonne question qu'on nous a beaucoup posée au début avec Nicolas. Alors, à la base, hein, c'est un choix. Le choix final se fait, est tranché par l'éditeur. Hein. Donc, en l'occurrence, par les éditions Léa à l'époque. Disons que Fallen, c'est un terme qui reste dans le contexte du cycle très compliqué, on trouve, à traduire simplement, on va dire en français, parce que le terme revêt lui-même plusieurs sens en anglais. Et en fait, Steven Erikson joue absolument, décidément, on va croire qu'il a voulu nous embêter, mais il joue justement sur quasiment, pour pas dire toutes, les nuances du terme, que ce soit de tomber au sens même de chute, hein, de mort au combat ou de déchu. Ce qui fait que donc c'était difficile de trancher. Et Martyr s'est imposé, mais on le comprend tout à fait une fois qu'on est arrivé au tome 10. Donc quelque part, c'est difficile de le justifier à 100% aujourd'hui avec vous, dans le sens où ce serait, là, pour le coup, ce serait un énorme spoiler d'expliquer pourquoi nous avons finalement tranché pour Martyr. Voilà, mais sachant que on l'a fait en connaissance de cause, puisque et Nicolas et moi, nous étions déjà au bout du cycle en tant que lecteur. Ok, on va laisser les lecteurs découvrir alors. Est-ce que vous, en tant que traducteur, vous avez dû faire face avec Nicolas à des néologismes compliqués, voire même des concepts complexes et difficilement traduisibles? Et si oui, lesquels? Je dirais pas forcément ça, hein, je veux dire, pas forcément compliqué, pardon. Euh, on s'est beaucoup, on a beaucoup réfléchi sur certains termes, hein, ne serait-ce que Warren pour les Garen, puisque l'ancienne traduction c'était labyrinthe, si je dis pas de bêtises. Et mais nous, on est resté plus proche du sens, on va dire classique du mot. Non. En fait, moi, ce qui est le plus compliqué pour moi, en général, quand il y a un terme qui se présente, un terme, ce sont les noms de personnages, parce que en anglais, c'est très facile de faire tenir de rester sur un seul mot, alors que, en français, c'est pas toujours le cas. Parfois, on serait obligé de traduire un mot par deux. Et c'est vrai que là, moi, j'ai cette tendance à vouloir, si en anglais c'est en un seul mot, il faut absolument qu'on reste là-dessus. Et parfois, oui, c'est vrai on s'est jamais vraiment disputé avec Nicolas, mais on avait parfois par exemple, il y a le personnage de Smiles qu'on a traduit par tout sourire. Et moi, j'aurais bien voulu réussir à trouver un terme qui tienne en un seul mot, mais on n'a pas réussi. Donc voilà, parfois, mais c'est pas vraiment c'est même pas des regrets, hein, mais c'est vrai que comme c'est un cycle qui compte énormément de personnages, rien que pour tous les baptiser, on va dire,
C'est parfois très long de se mettre d'accord parce qu'on peut avoir beaucoup de choix possibles. Et voilà, c'est plus un travail à l'image du cycle qui est très long, un travail de longue haleine que de difficultés particulièrement. Finalement, je dirais presque que le plus compliqué, ça a été de trancher pour Fallen. C'est dire. Ouais, parfois il faut trancher. Ok, je vois. Et justement, vous évoquiez la traduction d'autres, la traduction précédente, exactement. Il faut savoir que les éditions Léa, et puis ensuite après le livre de poche, sont lancés dans la traduction complète du cycle, mais auparavant, beaucoup d'éditeurs s'étaient cassés les dents dessus. Là, les éditions Léa sont allées jusqu'au bout, et heureusement, c'est un succès éditorial, donc ça c'est super, ça pousse la série. Est-ce que vous, avec Nicolas, vous avez travaillé sur une nouvelle nomenclature, comme là vous évoquez le labyrinthe pour les Warren, qui sont devenus les Garen. Est-ce que ça a été difficile de faire ces choix-là, notamment sur les concepts clés ? Moi, je dirais que pas forcément. C'est vrai que du coup, quand je me suis retrouvé face au Jardin de la Lune, que j'avais déjà lu, qu'à l'origine, j'avais lu en français la première traduction chez Buchet-Chastel, donc il y a déjà, on va dire, quelques années, puisque après cette traduction-là, c'est Kalman Levy qui avait aussi repris le texte, mais qui n'était pas allé plus loin que le tome 2. Déjà, ce que j'ai fait, moi, en tant que tel, c'est de surtout pas relire la traduction précédente. Après, c'est vrai que pour certains termes, je pense qu'on ne peut pas faire autrement que reprendre les mêmes, tout simplement parce que parfois, il n'y a qu'un choix possible. Et là, pour reprendre l'exemple de Warren, qu'on a traduit par Garen, nous, en fait, c'est vrai que, oui, les Garen sont techniquement un labyrinthe. Enfin, techniquement. En tout cas, on peut comprendre le côté labyrinthique, comme j'évoquais tout à l'heure, en évoquant tout à l'heure le concept. Maintenant, par exemple, dans ce terme-là, on voulait vraiment conserver ce côté un peu terrier, parce que les Garen ont aussi ce côté comme ça, cette dimension un peu, je sais pas si je pourrais aller jusqu'à claustrophobique, mais en tout cas, un côté avec plein de méandres différentes. Et de façon plus large, c'est vrai que on a essayé de pas trop repenser, de toute façon, la traduction n'étant pas allée très loin, on a vite été très libre de nos choix. Et de façon générale, on a toujours été libre, puisque pas du tout pour remettre en cause le travail de la traductrice des Jardins de la Lune originelle. Mais c'est vrai que on a vraiment réfléchi, justement, notamment parfois quand le sens, le véritable sens, le sens caché, on va dire, d'un mot se révèle, on va dire, je sais pas, par exemple 4 tomes plus loin. Oui, il faut avoir quand même une certaine hauteur de vue, mais globalement, la nomenclature ne nous a pas posé trop de problèmes, et on a toujours essayé nos choix ont vraiment été dictés déjà par pas faire de contresens, bien sûr. Et après, si possible, essayer de garder la musicalité ou les concepts les concepts créés par l'auteur. Mais non, ça a été juste un travail assez classique pour moi qui j'ai quand même maintenant j'ai quand même 15 ans d'expérience, on va dire. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que voilà, Vous avez roulé votre bosse. Ouais, je sais pas si je peux aller jusque là, mais en tout cas, ça c'est si le travail sur un cycle comme celui-ci peut faire peur, c'est plus par sa taille que par forcément des difficultés d'adaptation. Et là, je vais parler plus au côté fan de fantasy qui est en vous. Alors souvent, on compare le livre des martyrs, souvent aux US, on compare le livre des martyrs à des œuvres comme La Roue du Temps de Robert Jordan, ou même globalement au Cosmere Universe de Brandon Sanderson. Est-ce que pour vous, vous avez cette impression-là, que c'est légitime, cette comparaison ? Disons que moi, j'estime que le livre des martyrs devrait être au moins aussi populaire. Donc, sous cet angle-là, je dirais que oui, c'est légitime. Après, La Roue du Temps, c'est vrai que c'est un cycle qui, on va dire, finalement, voit la dimension, enfin, voit une certaine noirceur le gagner petit à petit.
Alors, mais les premiers tomes sont pas, enfin, pour moi, les premiers tomes de La Roue du Temps sont quand même assez classiques, assez gentillets. On va dire léger. Voilà, c'est ça. Chez Erikson, on va dire que ça tape dur dès le début. Donc, oui, après, évidemment, pour l'échelle de l'histoire, on pourrait établir cette comparaison. Peut-être effectivement plus avec Sanderson, puisque Erikson, et pas juste parce que ça finit par en on, mais parce que on va dire que chez Erikson, on a une échelle notamment de temps absolument gigantesque. Enfin, on a des personnages, voilà, qui ont vécu, je sais pas, 100 000 ans, des civilisations plus que millénaires. Donc il y a vraiment ce côté qu'on peut retrouver chez Sanderson, cette ampleur là-dessus, et puis ce côté épique, bien sûr. Parce que voilà, il y a enfin, ce côté épique pour le coup qui marche aussi avec La Roue du Temps. Donc oui, moi je trouve que les comparaisons peuvent marcher, oui, oui, même si je pense que dans ses meilleurs passages, c'est enfin difficile de rivaliser avec Erikson, mais là, bon, bien sûr, on va trouver que je ne suis pas objectif. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu de subjectivité. Oui, sans doute, sans doute. Et vous, Martin, est-ce que vous pensez que la comparaison Roue du Temps, Sanderson, elle est justifiée? Alors je pense que oui, dans l'absolu, la comparaison entre l'œuvre de Steven Erikson, l'œuvre de Brandon Sanderson et puis de Jordan est justifiée, même si je pense qu'il faut faut la tamiser un petit peu parce que bien que ce soit des auteurs qui partagent un genre en commun qui est l'heroic fantasy, qui partagent un certain nombre de codes et un amour commun pour le world building et pour les univers complexes, voilà, je pense que en fait c'est pas des auteurs qui sont interchangeables. Je pense que c'est des œuvres qu'il faut vraiment en fait prendre dans leur totalité et pas nécessairement en fait comparer avec ce qui peut se faire chez le voisin entre guillemets. Pour le livre des martyrs, n'a pas grand chose à voir dans l'absolu avec les archives de Rochard ou la roue du temps de Jordan. Donc ce qui est intéressant en fait, je pense que c'est toujours intéressant de lier les auteurs, surtout quand ils sont contemporains, et de regarder un petit peu en fait quelles propositions en termes de narration, en termes de world building, de personnages en fait peuvent amener chacun. Mais je pense que en fait le plus important, en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de camp à choisir, il n'y a pas vraiment de chapelle à défendre. En fait, je pense que il faut en fait vraiment aborder ces auteurs dans ce qu'ils ont de riche. Et en l'occurrence, moi je pense notamment au world building. C'est trois auteurs qui développent des univers extrêmement riches, extrêmement complexes, une galerie de personnages impressionnante, des systèmes de magie qui sont pour certains voilà développés comme on a rarement pu le voir en fantasy. Euh, Après bon la comparaison entre ces trois auteurs on veut dire m'étonne peu parce que c'est actuellement voilà c'est parmi les trois enfin, c'est parmi les auteurs de fantasy qui développent les univers les plus complexes et les plus riches sur les séries en fait vraiment longues qui vont jusqu'au donc qui dépassent assez souvent la dizaine de volumes. Et donc voilà c'est dans cette dynamique de créateur de monde entre guillemets ça me semble assez logique de les rapprocher, même si je pense qu'il faut évidemment séparer chacun. Et pour vous, Emmanuel, qu'est-ce qui résonne en vous quand vous lisez le livre des martyrs? Peut-être en 3 mots? Alors, je vais peut-être commencer par les 3 mots et après, je vais peut-être détailler un peu mes impressions. Alors, 3 mots, ce serait gigantisme, courage, parce que c'est quand même une notion, je trouve, qui est vraiment prégnante dans le cycle. Et la troisième, ce serait camaraderie, parce que là aussi, c'est quelque chose qui, en tout cas au niveau des personnages qu'on suit le plus, c'est-à-dire les brûleurs de pont et les osseleurs ensuite, vraiment, c'est une notion qui, même parfois quand les personnages s'apprécient pas trop, il y a ce côté où voilà, on fait partie de la même bande, il faut se soutenir. Et après, ce que ça m'inspire, ce que ça m'inspire quand je le lis, c'est vraiment ce côté, mais là aussi, je le pense sincèrement, donc j'espère vraiment que je ne serai pas jugé comme subjectif. C'est vraiment la façon dont l'auteur arrive à mêler l'épique, ça je l'ai déjà dit, et l'intime, dans le sens où parfois on est vraiment au cœur de parcours de vie
Mais pareil, je peux pas, des choses que je ne peux pas dire pour pas spoiler, mais parfois, Erikson a un vrai talent pour vraiment toucher le lecteur au sujet d'un personnage, et parfois en quelques pages, parfois un personnage qu'on connaissait pas du tout, et il apparaît, on le croise, je sais pas, moins de 50 pages en tout, mais en tout sur tout le cycle, hein, donc sachant qu'on est sur à peu près 1000 pages par tome, voilà, et en 50 pages, en quelques scènes, il, il peut arriver le personnage peut nous marquer à vie, je ne sais pas, mais en tout cas très longtemps. Et ça, je pense que tous les auteurs n'y arrivent pas, loin de là. Donc c'est cette capacité de mêler l'épique et l'intime qui, moi, me marque particulièrement en tant que simple lecteur. J'ai une dernière question pour vous, Emmanuel. C'est, je pense que des fois, ça fera crier peut-être quelques fans ou non, mais il faut choisir son camp. À quelle faction Ah, adhérez-vous? bah là aussi, ouais, c'est une question difficile, hein. Alors je dirais que, bah, bon, bah, moi je reste marqué par, comme je disais, donc je suis plus moi du côté de forcément des Malaséens, parce qu'on s'attache, enfin en tout cas, pas forcément les dirigeants, mais ceux qui sont là pour exécuter les ordres. Et du coup, bah moi, c'est vrai que je reste attaché aux brûleurs de pont, et comme je disais, toute la bande, Mésanger, Violin, Gessler, après même des personnages qui, moi, me font pas forcément, me parlent pas trop, mais auxquels on s'attache, comme je disais, je pense à tout ce qui est des personnages un peu plus, voilà, un peu plus rentre dedans, etc., comme Ouragan et tout ça. Donc oui, moi, la faction, si je devais en suivre une jusqu'au bout, on va dire, ça serait quand même les brûleurs de pont, parce que forcément, c'est eux qu'on a envie de voir triompher contre toutes ces épreuves que le destin met sur leur route. Alors merci Emmanuel, et également merci Martin. J'espère que notre exploration de l'Empire malaséen vous a plu. Maintenant, foncez en librairie et découvrez le Livre des Martyrs dans son format poche. Merci à Emmanuel Chasselière de nous avoir guidés dans cet univers, et merci aux équipes du Livre de Poche, sans qui ce podcast n'aurait pas pu se faire. Je remercie également César Bastos au montage. Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et ça fait progresser le podcast. A plus tard pour de nouvelles excursions imaginaires.